Bonjour et bienvenue à ce 6e épisode du petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, on parle de l'histoire de la révolution industrielle dans la ville de Sherbrooke et des conditions de travail de la main-d'œuvre ouvrière féminine. La révolution industrielle correspond à une période historique environ entre 1850 et 1896, durant laquelle surviennent plusieurs innovations techniques qui changent de nombreux aspects de la société et de l'économie. Les changements rapides sur les plans social et économique expliquent l'utilisation du terme « révolution ». Selon le musée d'histoire de Sherbrooke, de nombreuses usines se construisent et s'éteignent le long de la rivière Magog au fil du temps, dont la Patten, située au coin des rues Belvedere et King, la Silver Spring Brewery, établie sur l'actuelle rue des Abénaquis, ainsi que la Eastern Township Corset Manufacturing Company. Mais c'est vraiment la construction de la Patten Manufacturing Company qui marque le début de l'industrialisation de Sherbrooke. Selon le site gouvernemental du patrimoine culturel, l'usine Patten Manufacturing Company est une industrie spécialisée dans le textile, dont les activités dans le centre-ville de Sherbrooke ont débuté en 1866 pour cesser en 1977. On y a produit du tweed, du tissu pour manteau, du jersey, des doublures de chaussures, des tapis, des châles, de la flanelle, du filet, du tricot, etc. L'usine est située au coin des rues Belvedere Nord et King, en bordure de la rivière Magog, qui traverse le centre-ville de Sherbrooke et qui constitue l'un des principaux cours d'eau de la région de l'Estrie. Entre 1871 et 1890, l'usine ne cesse de croître en superficie et en importance. En 1887, d'ailleurs, la Patten est la première usine à Sherbrooke à se doter de l'éclairage électrique et, au début du 20e siècle, elle emploie 500 personnes. Et en ce qui concerne les femmes, d'abord, la révolution industrielle impose une nouvelle organisation du travail qui marginalise les productions domestiques féminines jusqu'à les rendre invisibles aux yeux de la société, selon l'historienne Denise Baillargeon. Dans les faits, même si les femmes sont invisibilisées par les sources historiques, elles sont présentes sur le marché du travail. Dans les villes industrielles du Québec, les ouvrières sont principalement employées dans les usines de chaussures, de tabac et de textiles, représentent 30 à 60% des salariés, alors que dans le domaine de la couture, elles représentent près de 80% de la main-d'œuvre. Elles sont aussi employées en tant que domestiques, surtout en ce qui concerne les femmes immigrantes. Largement sous-payées, les Canadiennes françaises doivent souvent compter sur la protection d'un homme ou de leur entourage pour assurer leur sécurité financière. Elles sont surtout moins payées que les hommes parce que l'opinion publique estime qu'elles n'ont pas réellement besoin de ce salaire et que leur place est à la maison pour assurer l'éducation des enfants. Les élites nationalistes pensent que les garderies sont en fait un complot d'Ottawa pour détruire la nation canadienne-française. Un petit peu de paranoïa ici, n'est-ce pas? Et les femmes doivent souvent compter sur leur réseau personnel d'amis et de connaissances pour garder les enfants. D'ailleurs, le salaire moyen d'un ouvrier ne suffit pas à combler tous les besoins d'une famille, et les femmes touchent généralement la moitié de ce salaire qu'elles doivent donner à leur mari lorsqu'elles rentrent à la maison à la fin de leur journée de travail. Les femmes vivent aussi du harcèlement sur leur milieu de travail parce que leur présence n'est pas la bienvenue. On pense que c'est une menace pour leur moralité de travailler dans ces lieux et on accuse notamment les mères au travail d'être responsables de la délinquance juvénile. Encore une fois, un petit peu de paranoïa ici. Bref, c'est un peu rochant pour les femmes de travailler dans les usines des villes industrielles au milieu du 19e siècle, mais il ne faut pas croire qu'elles n'ont pas résisté. Elles organiseront de nombreuses grèves dans les années à venir et l'organisation en syndicats, entre autres, contribuera à l'émergence des premiers mouvements féminins. Donc, c'était tout pour ce 6e épisode. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'histoire de Sherbrooke, vous pouvez visiter l'exposition en ligne Tous à vos machines du musée d'histoire de Sherbrooke. Je laisserai un lien en dessous du vidéo pour que vous puissiez y avoir accès. Il y a aussi le livre vraiment intéressant de Lucille Desrochers qui s'intitule Œuvres de femmes et qui regorge d'images absolument magnifiques. Pour ça aussi, je laisserai un lien en dessous du vidéo. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. On se revoit au 7e épisode du petit cours d'histoire féministe et on parle du féminisme radical des années 1970.